Avec le comité de pilotage, oui, il nous a semblé intéressant d'aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé, je dois dire. Je ne sais même pas s'il a été abordé une seule fois pendant toutes ces années avec les différents clubs. Il s'agit de la recherche. Alors, qui sont les chercheurs? À quoi sert la recherche? Les grandes tendances? Et puis, est-ce qu'il existe des passerelles entre le monde académique en supply chain et les entreprises? Pour en parler, donc, effectivement, c'est Aurélien Rouquet qui est avec nous. Aurélien est professeur de logistique et supply chain management à Neoma Business School. Et il est également, et ça explique aussi sa présence ici sur le plateau, il est membre du bureau de l'AIRL SCM, voilà. Donc pour Supply Chain Management. Et bonjour Aurélien, peut-être la première question, qu'est-ce que c'est qu'AIRL et que représente cette association? Alors l'AIRL SCM, c'est l'Association internationale de la recherche en logistique et supply chain management. Et en gros, c'est l'association qui réunit tous les chercheurs en logistique et supply chain de la francophonie, principalement français, mais on a aussi des Suisses, des Canadiens, des Belges, et puis aussi dans d'autres pays. Voilà, donc c'est notre agora. C'est une association qui se réunit régulièrement Alors c'est une association qui se réunit régulièrement et qui est notamment chargée d'organiser tous les 2 ans ce qu'on appelle les RIRL, donc les rencontres internationales de recherche logistique et supply chain management, qui est la conférence où tous les 2 ans, on va présenter en fait les résultats de nos recherches et échanger les uns avec les autres sur voilà, l'état de l'art, ce qui se fait en termes de recherche et logistique et supply chain, et puis plein d'autres choses, puisqu'on organise des prix de thèse, on essaie aussi d'organiser des événements avec les entreprises, parce que le lien avec les entreprises nous intéresse beaucoup. Voilà, donc c'est l'association des chercheurs, entre guillemets. Alors, comment on devient chercheur? Comment tu es devenu chercheur? Alors, je pense qu'il y a différents moyens de devenir chercheur. Je peux raconter, moi, comment je suis devenu chercheur. Ça remonte finalement à mes années avant le baccalauréat. Je ne savais pas trop quoi faire. J'aimais bien les maths. J'ai fait maths sup, maths spé à l'époque. Et arrivé en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était pas trop ça qui me plaisait. Parce qu'en fait, on applique les maths à des problématiques pour les résoudre. C'est ça ce que fait un ingénieur en thermodynamique, en résistance des matériaux, etc. Et moi, je trouvais que cette application un peu pas très scientifique des mathématiques pour résoudre les problèmes me satisfaisait pas. Donc j'ai en gros choisi la seule option qui était un petit peu en dehors de la mécanique des flux, etc., qui était d'aller à l'étranger étudier la supply chain à l'université de Cranfield. Et donc j'ai fait cette année là-bas de master spécialisé et la thématique m'a beaucoup plu, mais ce n'était pas une thématique recherche. Et en fait, arrivé là, il y avait encore le service militaire à l'époque qui était en vigueur en France. Et donc j'étais un petit peu menacé d'aller faire le service militaire. Et donc j'ai décidé de faire une année d'études supplémentaires et je suis revenu en France faire un master recherche en logistique et supply chain au sein du centre de recherche en transport et logistique, le CRETLOG. Et c'est là que j'ai découvert la recherche en management et en logistique. Et c'est tout de suite là que j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Ouais. Parce que ça consistait en gros à avoir une approche scientifique de la réalité. Donc, ça, c'était mon goût pour les mathématiques qui me faisait aimer ça, appliqué à quelque chose, à quelque chose de concret qui était la logistique. Alors, ma question, c'est à quoi ça sert la recherche? Enfin, c'est une question un peu basique, mais souvent on se demande, mais finalement, les chercheurs, ils cherchent dans leur coin, quel lien il peut y avoir entre les travaux de recherche et finalement ce qui se passe dans les entreprises? Moi, je me souviens que la première fois que j'ai découvert la logistique, c'était à travers des travaux de recherche, enfin des travaux qui étaient vulgarisés à travers des ouvrages, c'est Colin, Hervé Matt, etc., qui ont écrit des ouvrages sur la logistique et la supply chain. Voilà, comment les travaux de recherche peuvent se transposer, peuvent être utiles aux opérationnels qui sont aujourd'hui réunis au Club Agora? Alors, je pense qu'on peut appréhender l'intérêt et l'utilité de la recherche en logistique et supply chain à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que dans les entreprises, dans les organisations, on met en place des outils, on innove, et certains de ces outils, certains de ces modèles sont amenés, entre guillemets, à connaître un très fort succès et à se diffuser très largement. Et les chercheurs ne sont pas toujours ceux qui les inventent, mais ils contribuent, entre guillemets, à les conceptualiser et à les diffuser. C'est-à-dire que, si on prend un exemple classique, le modèle de Toyota,
il a été théorisé par d'abord celui qui était l'ingénieur de production, Taishi Ohno. Et puis ensuite, après, il a fait l'objet de toute une conceptualisation. Le concept de Lean Supply Chain, c'est sur Toyota, quoi. Et les chercheurs en logistique et supply chain, ils sont là pour, entre guillemets, préciser le contenu de ces concepts, expliquer quand est-ce qu'ils sont applicables et aussi les diffuser aux étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chercheurs en logistique et supply chain, ils sont aussi professeurs et on enseigne aux étudiants ces concepts et ces modèles. Donc on contribue, entre guillemets, à accélérer et à faire les supply chain managers de demain, avec des cadres scientifiques. Donc ça, c'est un... Excusez-moi, il y a certains micros qui sont restés ouverts. Si simplement vous pouvez les fermer parce qu'il y a un petit bruit parasite derrière. Donc effectivement, préparer les supply chain managers de demain. Quelles sont les traditions de la recherche? Est-ce qu'on peut définir les grandes lignes? Alors, il y a plusieurs traditions, effectivement, en logistique et supply chain. Il y a une tradition qui est issue de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est quoi? C'est mettre, entre guillemets, les outils mathématiques au service de la résolution de problématiques concrètes, opérationnelles, mais qui n'étaient pas uniquement logistiques. Mais évidemment, ça s'applique à la logistique et on peut traiter tout un tas de questions grâce à ça. Donc ça, c'est plutôt une tradition issue des sciences de l'ingénieur. On a une deuxième tradition qui est plus issue de l'économie. Autour des transports, voilà, c'est quoi les différents modes de transport, leurs avantages, leurs inconvénients. Et d'ailleurs, moi, le centre de recherche dont je suis issu, qui s'appelle le CRETLOC, c'est le centre de recherche en économie et des transports à l'origine. Et puis il y a une troisième tradition qui est plus une tradition managériale en sciences de gestion qui s'intéresse à la logistique et la supply chain comme au jeu d'acteurs, aux relations dans la supply chain, aux questions de pouvoir, aux outils et aux techniques, dans une logique qui est plus, entre guillemets, stratégique et managériale. C'est quoi son boulot au chercheur au quotidien? Qu'est-ce qu'il produit comme contenu? Alors, en tant que chercheur ou dans son métier au global, en tant que chercheur. Alors, si on parle uniquement de l'aspect recherche, mon quotidien en tant que chercheur, il est fait quand même de plein d'activités différentes. Je vais d'abord lire des choses. On lit de la littérature scientifique écrite par nos pairs sur un sujet. Je vais avoir une partie d'écriture, puisque je vais produire des articles, je vais produire des livres, je vais produire des communications et des colloques, éventuellement des rapports de recherche. Je vais aussi intervenir dans un certain nombre de médias, la presse, ici, pour médiatiser la recherche. Et puis, on va aussi avoir toute une partie de collecte de données, où on va aller sur le terrain avec plein de techniques différentes. On peut mettre en place, par exemple, des questionnaires à destination de plein d'entreprises. On peut aller faire une recherche-intervention en lien avec une entreprise. On peut aller faire de l'observation. Voilà. Donc il y a cette partie-là de collecte de données qui est importante. Et puis il y a un quatrième aspect qui est peut-être le moins visible, c'est que on est en relation avec nos pairs, donc on relit des articles scientifiques qui sont soumis à des revues, donc c'est le principe de l'évaluation par les pairs. Moi, je soumets un article à une revue, il va être relu par 2 ou 3 autres chercheurs qui vont évidemment démonter mon article, le critiquer, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc à la fois, moi je m'en occupe aussi quand on me demande de le faire, on va aussi diriger des thèses, on va aussi organiser des colloques, il y a tout un tas de vie scientifique. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que toutes ces revues savantes qui sont produites par la recherche, est-ce qu'on les lit finalement? Est-ce que le monde des opérations s'en inspire? Alors, très clairement, il y a peu de praticiens qui lisent les revues académiques en management, à part quelques-unes. On pense à la Harvard Business Review qui peut être lue. En France, on a des revues aussi qui sont plus sur un mode aussi comme ça. Mais très clairement, il y a ce problème. Ça reste un peu confidentiel. Ça reste confidentiel et on a un peu ce débat, nous aussi, au sein des scientifiques du management, c'est ce qu'on appelle le débat rigueur-pertinence. C'est à force d'être tellement rigoureux, de faire preuve de tellement de méthodologie, est-ce qu'on n'est pas en train de produire des contenus qui certes sont très rigoureux, mais qui au fond n'ont pas d'utilité pour les praticiens. Et donc il y a effectivement cette question-là qui est très importante et qu'on essaye de prendre, je dirais, à bras-le-corps. Et comment vous prenez à bras-le-corps alors ce problème? Comment faire en sorte pour qu'on puisse créer des liens plus efficaces, plus efficients entre ce monde académique et le monde des opérations? Je pense qu'il y a deux grandes manières de faire face à ces problèmes. Il y a d'une part notre responsabilité à nous en tant que chercheurs, c'est de dire qu'on ne doit pas uniquement s'adresser
à nos pairs, on doit s'adresser aux entreprises et au grand public. Donc, il faut qu'on fasse un effort de communication et il faut qu'on soit capable de prendre la parole en public, de prendre la parole sur des formats courts, parce que voilà, un professionnel, il n'a pas le temps de lire un article de 20 pages avec 4 pages de méthodologie. Voilà, on comprend très bien qu'il n'a pas le temps. Donc il faut qu'on soit capable de mettre à disposition l'essence même de ce qu'on produit qui a un intérêt pour les professionnels dans des formats qui soient sexy, courts, pour les professionnels. Et puis après, il y a un deuxième volet qui est aussi de travailler avec les entreprises à co-construire, co-élaborer à la fois des projets de recherche, des récoltes de données, etc. Parce que c'est aussi en faisant avec qu'on est pertinent. Et alors, l'autre question, c'est comment vous-même, vous vous inspirez finalement, quelles connaissances vous avez du terrain, des opérations, des entreprises, pour justement alimenter vos travaux de recherche? Alors, ce qui est très compliqué quand on devient un peu plus expérimenté et qu'on est professeur voilà, dans une école, c'est que 40% de mon temps, c'est l'enseignement. Donc j'ai des cours, voilà. Donc vous êtes un petit peu coupé quand même. Donc on ne peut pas être tout le temps présent sur le terrain, mais à la limite, je veux dire, c'est normal, ce n'est pas notre rôle non plus d'être là tout le temps d'un point de vue opérationnel. Donc du coup, la présence sur le terrain, elle se fait beaucoup durant le cadre de la thèse. Enfin, moi, j'ai fait une thèse de doctorat, par exemple, où j'étais pendant 3 ans dans une association qui s'appelait Galia, qui s'appelle toujours Galia, à gérer des projets de standard logistique. Donc j'ai une connaissance dans l'automobile. Dans l'automobile, j'ai une connaissance automobile. Et après, on est aussi dans l'interaction avec les entreprises. Dans l'interaction avec les entreprises, moi, j'ai des professionnels qui viennent dans mes cours, et on développe aussi des terrains de recherche sur des thématiques où on va sur le terrain. Mais on ne peut pas avoir une présence opérationnelle au quotidien. C'est incompatible avec notre mission et, entre guillemets, avec notre rôle. Mais pourtant, c'est important de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe sur le terrain. C'est tout à fait important et primordial. Ça fait partie, c'est une des bases, je dirais, de notre métier. Mais il ne faut pas imaginer qu'on peut être présent au quotidien, quoi. Et entre guillemets, je pense que ce n'est pas notre rôle. On n'est pas des consultants, on n'est pas des professionnels, et on n'est pas, entre guillemets, capable d'intervenir aussi finement qu'un consultant ou qu'un professionnel sur les problématiques opérationnelles, leur gestion. Bien sûr. C'est pas à ça qu'on est bon. Voilà. Bien sûr, mais il y a aussi un risque d'être hors sol, j'allais dire, par rapport à... Ce risque, il existe. Il y a un certain nombre de chercheurs qui, effectivement, peuvent être hors sol, mais c'est aussi, entre guillemets, l'intérêt de la recherche en général et en logistique et supply chain aussi d'être hors sol, parce que quand on est trop dans le sol, on est trop dans les problématiques opérationnelles, on est trop dans le quotidien et on ne voit pas ce qui arrive, on ne voit pas ce qui va changer, et c'est ça aussi qu'on apporte. Oui. On apporte aussi, un peu de recul, du recul, de la hauteur, et une capacité à comparer des secteurs différents les uns avec les autres, parce que voilà, on est des fois englués dans notre terrain, quoi. Enfin, les professionnels le disent très souvent, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont tout un tas de problématiques, et nous on a cette capacité. Enfin voilà, la semaine dernière, j'ai pu lire un rapport sur l'intelligence artificielle, j'ai pu lire un texte sur la naissance de la fonction logistique dans l'armée américaine dans les années 40. Enfin voilà, j'ai de la richesse de contenus variés qui me nourrit. Alors après, qu'est-ce que vous en faites de cette richesse? Comment elle est transposable aux entreprises? Et j'allais dire comment voilà, ce matériau, est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de travaux de recherche qui ont été ensuite, qui ont servi au monde de l'entreprise? Il y a plein de travaux de recherche qui servent au monde des entreprises. Enfin, par exemple, je peux parler de grands travaux célèbres. On parle souvent en supply chain, par exemple, de l'effet Forrester. Ouais. L'effet Forrester, ça a été théorisé par un chercheur qui s'appelle Jay Forrester. L'effet Bullwhip. Il l'a théorisé, il l'a modélisé, il l'a montré. Et aujourd'hui, les entreprises, elles doivent le gérer, le prendre en compte. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc il y a plein d'apports qui ont été faits par des chercheurs qui sont utilisés au quotidien par les entreprises. On peut, En France, il y a l'équivalent de principes comme ça, théoriques, qui ont été ensuite appliqués. On parlait tout à l'heure du livre, des travaux de Colin, de Matt, de Tixier. Ouais. Quand vous lisez ce livre-là au début des années 80, ça préfigure très clairement des transformations des entreprises qui ont eu lieu
des décennies après. Donc si les entreprises avaient été capables de lire et d'appliquer ce qui avait été dans ce livre-là, il y en a plein qui seraient très en avance. Donc voilà, il y a quand même, il ne faut pas non plus se flageller en tant que chercheur. On produit des choses qui sont souvent aussi cohérentes, pertinentes et qui peuvent avoir un impact. C'est sûr. Le problème, c'est que des fois, elles ne sont pas suffisamment connues, suffisamment médiatisées. C'est ça. J'ai vu de très très belles études, notamment au moment du Covid d'ailleurs, mais qui ne sont pas forcément connues et donc qui ne peuvent peut-être pas autant servir qu'elles le devraient dans les entreprises. C'est sûr que c'est la difficulté. Et alors, c'est une difficulté aussi qui est, je dirais, une difficulté contemporaine à laquelle on est tous confrontés. On croule tous sous l'information, les articles, les vidéos, les conférences, les sujets à traiter. Et du coup, il y a cette économie de l'attention et on doit la capter, nous, en tant que chercheurs. Donc c'est, je pense, en voulant vraiment s'adresser aux professionnels, en étant bon en le faisant, qu'on va aussi arriver à faire ce rapprochement et aussi en faisant comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que souvent on nous dit, ben, voilà, en quoi vous allez nous être utile à court terme. Mais je dirais, si on veut quelqu'un d'utile à court terme, ils embauchent un consultant tout de suite, quoi. Voilà, ou une personne dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément notre rôle en tant que chercheur. En tant que chercheur, quelles sont les grandes tendances que vous détectez en ce moment? Alors, dans le domaine de la logistique et de la supply chain, il y a plusieurs tendances. Je pourrais en citer peut-être 4. La première, c'est que l'histoire de la logistique et de la supply chain, c'était d'abord la logistique militaire, ensuite la logistique et la supply chain d'entreprise. Aujourd'hui, très clairement, on voit qu'il y a une extension à d'autres domaines, notamment toutes les questions politiques. Laurent Livolzi et Christelle Camon ont écrit un très beau livre là-dessus, La logistique, une affaire d'État. On voit très bien aujourd'hui on voit très bien aujourd'hui que la politisation de la logistique est en cours et de la supply chain, avec les routes de la soie, avec le classement de la Banque mondiale sur les différents pays. On voit qu'il y a la logistique urbaine, on voit qu'il y a la logistique humanitaire, les supply chains temporaires. Donc c'est une espèce d'extension à d'autres acteurs que les entreprises privées qui est traitée aujourd'hui par beaucoup de chercheurs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est entre guillemets le développement durable et la décarbonisation. Aujourd'hui, on voit arriver le réchauffement climatique. Et ces enjeux autour du développement durable et de l'empreinte carbone des supply chains est clairement au cœur de beaucoup de travaux. Il y a un livre qui est sorti récemment du professeur McKinnon sur la décarbonisation de la logistique. Valentina Carbone fait des émissions très intéressantes dans Supply Chain Village. Elle travaille aussi sur l'économie circulaire qui nécessite évidemment des supply chains en boucle. Donc ça, c'est une thématique très importante. Troisième aspect qui est sans doute aussi très développé, tout ce qui a trait à la logistique vers le consommateur, à l'omnicanal. Voilà, on voit une explosion très clairement des manières de toucher le consommateur en logistique, avec les points retrait, les drives, la crowd delivery, la pression d'Amazon. Donc tous ces aspects de multiplication des canaux, de combinaison des canaux, de stratégie autour de ça sont quand même au cœur de la recherche. Et puis la quatrième thématique, ça ne vous surprendra pas, c'est tout ce qui est à l'arrivée de ces nouvelles technologies, le digital, l'Internet des objets, le big data, les véhicules autonomes, qui sont en train de bouleverser la supply chain. Donc il y a plein de chercheurs qui s'intéressent à ce que ces technologies vont faire aux supply chain de demain. Alors, bien entendu, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On ne les entendra pas directement, mais je crois que c'est Laurent qui, tout à l'heure, parce que moi, je ne les verrai pas ici, donc je ne pourrai pas les reprendre. Mais par contre, je crois que c'est Laurent qui pourra, tout à l'heure, nous les lire à haute voix. Est-ce que vous avez le sentiment que la recherche en logistique, en supply chain, est bien représentée en France? Alors, bien représenté par rapport à quoi? Par rapport à d'autres disciplines ou par rapport à... Par rapport au monde académique dans le monde entier, est-ce qu'en France, la recherche en supply chain, et il y a suffisamment de chercheurs? Est-ce qu'elle est bien représentée? Est-ce qu'on a une recherche en supply chain qui tient la route? Je pense qu'on peut dire deux choses. Oui, il y a une recherche en logistique et supply chain qui tient la route avec une tradition française de longue date, avec des chercheurs qu'on connaît. On peut citer Nadia Koch, Gilles Paché, il y en a plein d'autres. Donc il y a une tradition qui est reconnue aujourd'hui.
Après, ce qu'on peut constater quand même globalement sur la logistique et la supply chain dans le monde, c'est que par rapport notamment à d'autres disciplines du management, le marketing et la finance, on souffre d'un déficit de valorisation, quoi. C'est sûr que le marketing et la finance sont sujets encore à des disciplines plus nobles, plus importantes par rapport à la logistique et la supply chain. Mais peut-être que tout ce qui se passe actuellement autour de la crise du Covid-19 va amener à quand même bouleverser les choses. C'est quoi le portrait robot d'un chercheur en supply chain? Le portrait robot, c'est qu'il est d'abord enseignant, hein, parce que tous les chercheurs, quasiment, enfin il y en a, je crois, aucun à ma connaissance qui soit purement chercheur. Hein, c'est les emplois CNRS, il y en a très très peu. Donc on est en poste en université, en école de commerce majoritairement, mais aussi un peu en école d'ingénieur. Hein. Il y a des gens aux mines, hein, Eric Ballot par exemple en fait partie. Oui. Donc on enseigne. Ça, c'est quand même une grosse partie de notre rôle aussi, hein, de former les logisticiens et les supply chain managers de demain. Alors, je n'ai pas de statistiques, hein, mais il y a en tout cas des hommes et des femmes. Il y a des femmes éminentes en logistique et supply chain, ce qui est quand même à souligner. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire, d'autre Vous, par exemple, Aurélien, comment vous pensez que vous serez chercheur toute votre vie, ou est-ce que c'est un métier qui peut ensuite évoluer vers des fonctions plus opérationnelles ou du conseil, par exemple? Alors, il y a des chercheurs qui ont cette posture-là. Moi, j'adore mon métier, enfin, très clairement. Hein. Je le trouve passionnant parce qu'on a une forme de liberté, intellectuellement c'est stimulant, et puis, entre guillemets, on a un champ des possibles qui est très large. On peut soit investir beaucoup la recherche, on peut aussi investir beaucoup la pédagogie, on peut investir beaucoup la création pédagogique, la direction d'école, le master, etc. On peut aussi investir la relation entreprise et le conseil, et donc on a la possibilité de profils très très différents. Et donc il y a des gens qui vont être très dans une logique presque chercheurs-consultants, d'autres vraiment très chercheurs, d'autres beaucoup plus chercheurs-professeurs, d'autres qui vont aller vers des métiers effectivement de direction, de master, de programme. Donc il y a quand même un portfolio de possibilités qui est très large. Moi, je n'ai pas de désir d'ailleurs pour le moment. Pas de plan de carrière à l'extérieur de la recherche? Non, pas forcément. Après, tout est envisageable, hein, mais... en tous les cas, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Enfin, j'aime ce que je fais, quoi, donc je vois pas pourquoi je changerais. Enfin, même si, ce qui est difficile quand on aime notamment l'interaction avec les entreprises, c'est que moi je l'ai connu quand j'étais en thèse, parce que j'avais du temps libre pour le faire. Aujourd'hui, ma semaine, j'ai des cours, j'ai des contraintes qui font que c'est compliqué. Donc la possibilité d'être à nouveau en interaction pendant une période longue avec le terrain, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir retrouver, mais c'est compliqué à organiser. Avec le recul que vous avez en tant que chercheur, comment vous le voyez évoluer, ce monde de la supply chain, et plus particulièrement la fonction supply chain? Est-ce que c'est une fonction qui va encore prendre de l'importance, du poids dans l'entreprise, ou est-ce que c'est je dirais, une fonction un peu tremplin vers d'autres fonctions de direction générale? À la limite, j'ai presque envie de dire que faut arrêter avec cette question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs supply chain qui sont dans les comités de direction, qui sont aussi bien placés que des directeurs marketing, des directeurs financiers. Hein. Et que la réalité, c'est qu'elle est déjà à ce niveau stratégique dans les entreprises qui l'ont compris et qui sont de plus en plus nombreuses. Moi, je dis souvent à mes étudiants que celui qui a pris la place de Steve Jobs, c'est Tim Cook, qui était directeur de la fabrication de la supply chain. Donc, ça veut dire quelque chose. Par contre, pour moi, les enjeux au niveau de la fonction, c'est plus qu'elle se développe dans d'autres contextes que les entreprises privées. Aujourd'hui, on voit qu'il nous faut, entre guillemets, des fonctions, des directions supply chain, peut-être au niveau des politiques. Il faudrait que la mairie de Paris, que le gouvernement et des responsables logistiques et supply chain. Et puis, il faudrait peut-être aussi que dans des entreprises plus axées services, on ait aussi cette approche logistique et supply chain, parce que elle existe aussi. Et c'est peut-être là que je vois des potentialités de développement à l'avenir. Pourquoi elle ne se féminise pas plus, cette fonction? On voit beaucoup d'étudiantes dans les écoles, en particulier en Master 2, et puis après on ne les voit plus. Enfin, on les voit sur des fonctions qui sont peut-être plus
des fonctions au niveau des prévisions, de la planification, mais pas des fonctions de management. Comment ça s'explique, ça? Alors moi, je n'ai pas de chiffres sur la féminisation de la fonction. Alors, au niveau opérationnel, si on prend les métiers opérationnels de la logistique, c'est clair que c'est des métiers qui sont quand même très masculins, ça c'est sûr. Mais au niveau des cadres, sans doute une des raisons, c'est que ce qui nourrit les cadres en logistique et supply chain, c'est à la fois des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Les écoles de commerce, on a une parité d'hommes et de femmes. Les écoles d'ingénieurs, c'est loin d'être le cas. Donc forcément, mécaniquement, on a à la fin peut-être plus d'hommes. Mais moi, encore une fois, dans mon milieu de la recherche, il y a beaucoup de femmes. Hein, oui, voilà, mais c'est pour ça. On voit beaucoup de femmes en recherche, un peu moins dans la fonction supply. Oui. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas de... Voilà, c'est peut-être un sujet de thèse, peut-être. D'ailleurs, il y a des recherches en cours justement sur la question du genre dans la fonction logistique supply chain. Je crois que Salomé Ruel a une recherche là-dessus. Il y a d'autres collègues qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Cette question du genre qui est aussi importante. Salomé qui fait des travaux de recherche remarquables, hein, et vraiment, pour le coup, vraiment en prise directe avec le terrain, parce qu'elle s'appuie sur des études qu'elle réalise auprès des opérationnels. Je crois il va être 18h35. Il me semble qu'on avait convenu qu'on arrêtait donc cet échange à 18h35 et qu'on passait aux questions-réponses.